Bonjour à tous, je suis Sandrine Bourguignon, économiste de la santé et docteur en santé publique. Et aujourd'hui, je vais vous parler du prix des médicaments avec cette question: qu'y a-t-il vraiment derrière le prix des médicaments? Alors, avant de vous parler de prix, il faut que je vous explique ce qui amène au niveau de prix. Et donc, on va parler de la procédure d'accès au marché qui commence dès l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM. Et une fois que l'AMM est obtenue, le produit va passer en évaluation clinique du côté de la Haute Autorité de Santé et plus particulièrement auprès de la Commission de transparence, l'ACT. L'ACT va délivrer une évaluation dite médico-technique pour évaluer le bénéfice clinique et la place dans la stratégie thérapeutique et donc d'amélioration par rapport aux produits existants. Pour certains produits dits innovants, il va y avoir en plus une évaluation médico-économique qui va être faite par la Commission d'évaluation économique et de santé publique, la CESP, qui ne considère pas tous les produits. Et c'est seulement une fois que l'on valide la valeur clinique du produit que les produits qui seront remboursés par l'assurance maladie vont passer en négociation de prix en fonction d'un taux de remboursement et d'une négociation conventionnelle, comme on va le voir, avant d'être publié au journal officiel. Donc cette évaluation clinique faite par la commission de transparence, elle vaut pour la France et elle est basée sur deux indicateurs spécifiques que sont le niveau de SRMS, service médical rendu, et le niveau d'amélioration du service médical rendu, l'ASMR. Ces deux critères n'existent qu'en France et chaque pays a ses propres critères d'évaluation. Donc le niveau de service médical rendu, lui, va évaluer le bénéfice clinique du produit, un peu en valeur absolue, si vous voulez, de savoir ce qu'il apporte réellement en fonction de la gravité de l'infection, de son niveau d'efficacité, de survenue d'événements indésirables, d'intérêt de santé publique. Il y a un certain nombre de critères qui sont précisés et ce niveau de SMR peut être de important jusqu'à insuffisant et va conditionner le taux de remboursement, c'est-à-dire le niveau de prise en charge par l'assurance maladie du produit. Donc, un produit qui aura un niveau de SMR important va avoir un taux de remboursement de 65%, sauf cas particulier des ALD qui ont une prise en charge à 100%. Dans un deuxième temps, la commission de transparence va regarder dans le dossier qui est soumis par l'industriel le niveau d'amélioration de service médical rendu, donc le niveau d'ASMR. Et ce niveau, lui, va se porter par comparaison vis-à-vis des produits déjà utilisés, déjà sur le marché. Et donc là, on va regarder la pertinence clinique, le besoin médical couvert ou non, le niveau de qualité de la démonstration, la quantité d'effets par rapport à l'existant. L'ASMR, lui, peut aller d'une graduation de 1 jusqu'à 5, 1 étant une amélioration par rapport à l'existant majeure et 5 considérant qu'il n'y a pas d'amélioration, ce qui ne veut pas dire que le produit n'est pas efficace. Il est efficace, mais pas plus efficace par rapport aux alternatives déjà existantes et déjà remboursées. Il y a deux autres critères que la HAS regarde, c'est la place dans la stratégie thérapeutique, dans la pathologie de l'indication, et la population cible. Donc là, on va estimer la taille de la population sur laquelle le produit va être éligible. Et ce calcul-là est important puisqu'il va conditionner les prévisions de vente et on le verra, aura un impact sur le niveau de prix. Donc, en fondamental, en France, l'évaluation, c'est l'évaluation clinique. Et la Haute Autorité de Santé est relativement exigeante dans ses attentes, puisque vous pouvez le voir, il y a très peu de produits qui sont considérés innovants avec des ASMR 1 à 3, c'est moins de 21% des produits en 2022. Et si on regarde en 2023, 75% des produits ont eu des ASMR 5, donc ça représente 156 produits évalués, seulement 16% des ASMR 4 pour 33 produits. Donc ces résultats sortent du rapport d'activité de la Commission de la transparence pour 2022 et 2023 et tous les ans, ce rapport d'activité met à jour l'évolution et le cadre d'évaluation clinique par la Commission de la transparence. Certains produits bénéficient de décisions d'accès précoce, c'est-à-dire d'autoriser l'accès plus précocement que l'évaluation HS aux patients, ce qui permet aussi de collecter de la donnée. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 35%
des demandes d'accès précoce qui ont été défavorables, donc pour les produits qui ont été refusés par la Haute Autorité de Santé. Donc on va arriver sur la question du prix après avoir fait l'évaluation du bénéfice clinique et on va distinguer deux définitions. Premièrement, le prix facial, c'est le prix qui est publié au journal officiel. C'est celui que vous, en tant que professionnel de santé, vous voyez. Mais il faut considérer et comprendre que ce n'est pas le prix qui est réellement remboursé par l'assurance maladie. C'est là qu'on va arriver sur la notion de prix net, c'est-à-dire un prix facial sur lequel on va déduire le niveau de remise conventionnelle que l'on va discuter juste après. Donc cet écart, et l'écart peut être très important, des fois plus de 80% du prix facial, c'est la résultante des clauses de convention qui sont faites entre le Comité économique des produits de santé, le CEPS, et les industriels. Donc ce prix, il faut comprendre qu'en plus vont s'ajouter dessus des marges par exemple pour le forfait pharmacien pour le produit en officine, les marges des grossistes et la TVA. Donc il y a un ensemble de marges et de taxes qui vont s'ajouter par rapport au prix public et fabricant hors taxe qui est le prix facial. Donc on va rentrer dans le détail de cette décomposition et fixation du prix facial. C'est le prix qui est négocié via un certain nombre de critères. On a vu que la base vraiment de la pyramide dans la négociation, ce sont ces critères cliniques avec le niveau d'amélioration du service médical rendu qui conditionne directement le niveau de prix via un certain nombre de règles qui sont précisées dans l'accord cadre entre le syndicat des industriels de santé que représente le LEM et le Comité économique des produits de santé. Cet accord cadre étant publié, vous pouvez le trouver très facilement. En fonction également des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament, donc des règles de bon usage, sur la population cible définie, on le verra dans la partie économique. Il y a des cas particuliers pour les médicaments orphelins ou pour les médicaments d'intérêt thérapeutique, les MTI, qui ont des règles un peu différentes de négociation de prix pour venir soutenir des besoins médicaux spécifiques. Un deuxième niveau dans la négociation du prix facial, ça va être la soutenabilité économique et l'impact économique pour l'assurance maladie, avec notamment les critères sur les volumes de vente qui sont prévus, donc la fameuse population cible, mais également on va regarder le prix des comparateurs cliniquement pertinents ou comparateurs économiquement pertinents. Pour certains produits, seulement pour les produits qui revendiquent des ASMR 1 à 3 ou des impacts financiers organisationnels majeurs, on va conduire en plus et utiliser les résultats de l'étude d'efficience ou études médico-économiques. Donc ça, c'est les deux grands critères majeurs que l'on regarde aujourd'hui dans le contexte de négociation de prix. Il faut savoir que ces critères évoluent et donc on a intégré par exemple depuis 2022 dans la loi de finances de sécurité sociale pour 2022 l'analyse de l'implémentation des sites de production afin de sécuriser l'approvisionnement des produits et d'essayer de considérer les efforts faits pour lutter contre les problématiques de pénurie qui touchent tous les pays dans le monde. La prise en compte des investissements R&D en production, elle est aussi assez récente au final, mais ce sont des critères qui jouent beaucoup moins dans la négociation et la fixation du prix facial, parce qu'il n'y a pas de pondération particulière, c'est plutôt un critère qui est regardé par le comité économique pour avoir une vision un peu générale de l'industrie de santé en France. Alors ce prix facial, il est important et c'est pour ça qu'on commence par vous le présenter, parce qu'il va impacter les prix dans les autres pays. Donc la première chose, dans tous les pays, il y a des prix faciaux et la France regarde et compare les prix d'autres pays, donc 3 autres pays européens en ce qui nous concerne, Allemagne, Espagne, Italie et le Royaume-Uni également. Donc nous, quand on négocie un prix, on va regarder de France quels sont les prix du même produit, s'il est déjà sur le marché, dans les autres pays. Mais la France est également un pays qui est scruté par 19 autres pays dans le monde et en Europe principalement. Je veux dire que si les prix sont trop faibles, les prix faciaux sont trop faibles en France, eh bien cela va impacter également les prix dans d'autres pays et les industriels sont des agents économiques rationnels, on va dire, vont essayer quand même de maintenir des niveaux de prix cohérents entre les pays et de maintenir leur marché. Alors je le rappelle, le prix facial n'est absolument pas le prix qui est remboursé par l'assurance maladie, c'est un prix qui sert de comparateur au final entre les pays, mais c'est un élément de négociation fort parce que l'affichage et les externalités vers les autres pays sont importantes. En revanche, les éléments qu'il faut considérer
c'est pour aller vers le prix net. Et la différence entre le prix facial et le prix net, ça va être ces niveaux de remise conventionnelle qui vont permettre au final de sécuriser et de maîtriser les coûts liés aux médicaments dans les dépenses de santé. Donc le premier niveau de remise conventionnelle, le plus classique, c'est ce qu'on appelle les accords prix-volume. C'est-à-dire qu'on va faire régresser le prix net via des mécanismes de remise en fonction de l'augmentation du volume de la population cible et des prescriptions. Donc l'objectif, c'est d'éviter de dépasser cette population cible et vous pouvez avoir des seuils avec des niveaux de remise à 20%, puis à 50%, puis à 80%, par exemple, progressifs dans le temps en fonction du niveau de prescription. À cela peut s'ajouter également, par exemple, des mécanismes de remise à la première boîte. Moi, ça permet d'avoir un prix forfaitaire net qui est totalement prévisible puisqu'il s'applique dès la première boîte. Et ces remises peuvent se cumuler. On a aussi, pour encadrer les posologies, et notamment le bon usage, des accords sur les coûts de traitement journaliers, les CTJ. Donc là, ce sont des clauses plus particulières et ça va dépendre de la pathologie et des produits. Il y a deux autres mécanismes qui ne s'appliquent pas pour tous les produits. Le premier mécanisme, ce sont les cappings ou les mécanismes d'enveloppe fermée. Là, l'objectif, c'est de limiter le chiffre d'affaires d'un produit, notamment lorsque le produit a un coût unitaire élevé, avec des coûts de traitement élevés. Donc, c'est souvent le cas en maladies rares, où il y a peu de patients et des coûts de traitement plus élevés, avec des produits plus innovants et des logiques de production en général et de logistique plus complexes. Donc ce mécanisme de capping, il permet de sécuriser, d'avoir un maximum de dépenses pour l'assurance maladie et au-delà de ce seuil, le produit est distribué à titre gracieux par l'industriel. On a un autre type qui sont les contrats conditionnels. Les contrats conditionnels, la logique c'est de payer pour voir, pour confirmer un niveau de résultat. Ces contrats sont assez peu appliqués au final par le Comité économique des produits de santé parce qu'ils nécessitent d'avoir des protocoles avec un suivi en données de vie réelle en continu, de s'accorder sur les indicateurs et de s'accorder sur les mécanismes de baisse ou de hausse en fonction des résultats. Donc c'est assez complexe en termes de mécanismes et aussi bien les industriels mais particulièrement le ministère ne sont pas friands de ce type de contrat qui génère de l'incertitude au final aussi pour le ministère et les payeurs. Donc, ces mécanismes s'appliquent sur tous les produits et peuvent se cumuler entre eux. Alors, en plus de cette base de négociation conventionnelle, on vient de voir, donc je rappelle, on est parti du socle avec l'évaluation clinique faite par la Haute Autorité de Santé. Ensuite, on a la négociation conventionnelle via l'accord cadre fait au niveau du CEPS, donc tout ce qui va être accord de prix, remis sur les accès dérogatoires. Au niveau du CEPS, il y a également des baisses de prix qui sont votées soit dans la loi de finances, soit sont décidées unilatéralement parfois par le CEPS et qui vont donner aussi une dynamique et une cadence dans la réévaluation des niveaux de prix. Mais à cela s'ajoute en plus une régulation nationale avec la clause de sauvegarde qui est pilotée par la direction de la sécurité sociale, la DSS, et votée annuellement dans la loi de finances de sécurité sociale. Donc cette clause de sauvegarde, elle va venir en fait, pareil, mettre un niveau maximum sur les dépenses de santé liées aux médicaments et les industriels reversent a posteriori, ce qu'on appelle le débouclage de la clause en fin d'exercice, reverse l'excédent qui aurait été au niveau du seuil de clause de sauvegarde. Donc ça permet de limiter, de contrôler l'augmentation des dépenses de santé liées aux produits de santé. Et puis, il y a tous les mécanismes liés aux taxes et cotisations fiscales issues des lois de finances qui évoluent aussi année après année. Donc, en fait, on a un millefeuille, une superposition de différents mécanismes de négociation de prix. D'abord de l'évaluation clinique, ensuite de la négociation conventionnelle et des mécanismes de régulation nationaux. Donc, si je dois conclure sur cette question, qu'y a-t-il derrière le prix d'un médicament? Vous l'avez compris, c'est loin d'être une relation linéaire. Il y a énormément de facteurs et de critères qui rentrent en compte dans une négociation de prix. Tout d'abord, c'est le ministère via le Comité économique des produits de santé qui va définir et négocier le prix en regardant, bien entendu, le budget annuel de l'assurance maladie et son évolution,
mais aussi pour couvrir les besoins de santé de la population et la population cible qui aura été définie par la Haute Autorité de Santé, après validation et évaluation du bénéfice clinique. Donc le prix, ce n'est que la résultante, au final, d'une négociation entre différents organes du ministère, entre le comité économique des produits de santé et l'industriel. La négociation et la convention, elle est confidentielle, donc elle n'est pas accessible à tous. En revanche, les règles conventionnelles, c'est-à-dire la manière dont le ministère et le CPS vont négocier, elles sont accessibles à tous, publiées, et on recherche une cohérence en fait dans l'application à tous les produits. Et cette cohérence, elle est révisée et analysée annuellement, notamment dans le rapport d'activité du CEPS. Le prix facial, il faut le comprendre du coup, ne représente pas le chiffre d'affaires ou le revenu du laboratoire. Au milieu, et en plus vont venir intervenir des mécanismes de remise, les clauses de reversement dans ce contexte de régulation nationale. La régulation nationale, elle va donc encadrer l'objectif annuel des économies et des mesures d'économie sur le médicament et les produits de santé de manière plus large, avec des mécanismes également et des plans de baisse de prix et de gestion des croissances des volumes. Donc on le voit, c'est un sujet très complexe qui évolue au cours du temps, que ce soit via les lois de finances de sécurité sociale, mais également en fonction tout simplement de l'historique de négociation, de l'arrivée de nouveaux produits et du fait que les besoins de la population changent. Donc cette évolution, elle a été notifiée notamment dans plusieurs rapports, mais le plus connu, c'est le rapport dit Born ou le New Deal sur la régulation, qui a montré les limites du système actuel de négociation et fait des propositions prospectives pour améliorer ce système, puisque l'objectif, in fine, ça reste de pouvoir adresser les besoins de santé de la population et mettre les traitements à disposition du plus grand nombre dans les bonnes conditions. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et cette écoute, et j'espère avoir ainsi répondu à la question « Qu'y a-t-il derrière le prix d'un médicament ?» Merci.